Désolée, Nathalie, désolée. On y va ? Focus Association numéro 43, Nathalie Lowenberg, Association Nishmat. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studiocalita.com. Salut à tous, bienvenue. Vous êtes avec nous sur Studio Calita. Je suis en présence de Nathalie Lowenberg. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors vous êtes là pour nous parler de l'association Nishmat. Alors Nishmat, c'est une association, un institut d'études juives avancées, surtout sur des questions, on va dire, de halakha intime. Voilà. À peu près ça. À peu près ça. Alors vous êtes là parce que vous êtes conseillère, je ne sais pas comment on peut appeler ça, Yoetzet halakha, conseillère en halakha pour les femmes qui ont des questions de sexualité, des questions sur la halakha, justement, des questions de pureté familiale qu'elles n'osent peut-être pas poser à d'autres. Donc vous êtes là pour y répondre, et en français. Et en français, oui. C'est la grande nouveauté. Nouveauté depuis 8 ans, mais nouveauté parce que je suis quand même la seule qui répond en français. C'est-à-dire que vous avez commencé votre formation il y a 8 ans, j'imagine ? 10 ans. 10 ans, voilà, ok. Et vous avez commencé à répondre tout de suite aux femmes ? J'ai commencé tout à répondre aux femmes via le site internet de Sheela, que Sheela.org, que beaucoup connaissent ici. Laura Vochko a accepté que je vienne dans l'équipe pour répondre donc à ces questions-là, pour que les femmes aient une écoute féminine pour ces questions qui sont en général privées et intimes. Et par la suite, j'ai doucement eu les gens qui m'ont appelé par téléphone. Et depuis 6 ans, j'ai aussi officiellement répondu via Nishmat. Et depuis 1 an, j'ai un téléphone officiel de Nishmat avec une permanence pour les femmes, pour leurs questions. D'accord. Alors, il faut bien sûr préciser que vous n'êtes pas rabbin, évidemment, non. Mais vous avez suivi une formation. De quel type est cette formation que vous avez suivie ? Alors, c'est une formation de 2 ans. Durant ces 2 ans, nous étudions les halachot de Tat HaMishpacha, les lois de pureté familiale, vraiment aussi profondément que possible, au même niveau que celui qui est requis d'un homme voulant faire l'examen sur ce sujet au rabbinat israélien. Donc vous avez une formation, on va dire, en termes de niveau équivalente à celle d'un apprenti rabbin qui doit se présenter à l'examen en Taharat Mishpacha, en pureté familiale. Voilà. Ça, c'est la formation halachique. Ça a duré 2 ans, c'est ça ? Ça dure 2 ans. Et en parallèle de cela, nous avons également des formations sur tout ce qui est autour de la femme, disons tout ce qui va être santé féminine. La santé féminine, très souvent, a des influences sur la halakha et inversement. Et donc, nous avons des formations, des mini-formations plutôt, sur tous les sujets qui peuvent toucher ces sujets. Par exemple, on parlera de gynécologie, on parlera de suivi de grossesse, de procréation médicalement assistée, de psychologie aussi. Une femme, savoir déceler si une femme a des problèmes de dépression postnatale ou des tics obsessifs compulsifs. Éventuellement voir s'il y a un problème de violence conjugale. Enfin, tout cela voit tout ce qui pourrait avoir un effet sur la halakha et qui ne l'est pas directement, mais en fait souvent a une influence. Alors quand vous dites un effet sur la halakha, bien évidemment pour ceux qui nous suivent et qui ne connaissent peut-être pas du tout ces sujets, il faut préciser que ce sont des règles qui décident ou qui expliquent au couple lorsque la femme est permise ou pas à son mari, c'est-à-dire que lorsqu'elle est en période de menstruation, elle ne peut pas avoir des rapports sexuels avec son mari. Et j'imagine que vous traitez de tous ces sujets en long, en large, en travers. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, c'est les femmes ont toujours posé ces questions à des rabbins de tout temps, depuis que le monde est monde, j'aimerais dire. Les femmes ont posé leurs questions, ça ne les a pas empêchées d'avancer. Alors, est-ce que la société a tellement changé qu'il faut aujourd'hui parler seulement et uniquement à des femmes ? Alors d'abord, ce n'est pas complètement exact. Déjà du temps de la Gemara, nous voyons qu'il y avait des femmes aveugles, par exemple, qui montraient les couleurs de leur sécrétion à d'autres femmes et non pas à des rabbins directement. Donc, le fait de parler à une femme existait. Il y avait aussi une transmission de mère en fille qui était beaucoup plus forte à l'époque que maintenant. Et enfin, de nos jours, oui, c'est possible que la société ait changé, que les femmes ne se sentent pas forcément à l'aise de parler de toutes ces choses-là devant un homme, qui plus est un homme de religion.
Et de fait, nous voyons vraiment que les femmes évitent, elles préfèrent souvent le couple, préfèrent souvent ce que le mari aussi peut parler au rabbin. C'est un travail à deux, mais souvent le mari et ou la femme ne veulent pas parler à un rabbin et du coup, ils se trouvent dans des cas où ils sont interdits l'un à l'autre durant des périodes très prolongées, ce qui n'est pas le but de la halakha. Alors, vous êtes bénévole au sein de cette association, vous travaillez environ 10 heures par semaine, vous dévouez vraiment avec beaucoup d'enthousiasme et de passion à cette cause, à cette association et surtout pour aider les femmes. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a, on va dire, engagé à continuer dans cette voie? Les questions, les cas sont assez nombreux. On va prendre deux, peut-être, qui ont marqué particulièrement. Le premier était au tout début de mon travail, quand j'ai commencé à répondre, où au détour d'une question qui avait l'air assez innocente, j'ai repéré des sonnettes d'alarme. Et après, quand la femme, on a réalisé qu'effectivement la femme avait eu dans le passé des abus sexuels assez graves. On a réussi du coup avec l'équipe de la faire venir. Donc vous l'avez découvert, enfin vous avez eu ce cas dans le cadre de Sheila.org. Sheila.org, quand j'ai commencé à répondre au tout début, et on a réalisé qu'il y avait un problème beaucoup plus grave que la question qui était en elle-même simple. On a envoyé cette femme donc chez des professionnels et elle m'a contactée environ 6 ans plus tard. Donc je savais pas du tout ce qui se passait avec elle. Où elle m'a dit que le problème était déjà bien résolu, elle avait déjà des enfants. Enfin c'était vraiment savoir qu'on avait plus ou moins sauvé son couple et sauvé cette personne parce qu'elle avait passé d'un moment, elle ne pouvait même pas être avec son mari, à un moment, elle avait vraiment une vie de couple comme il faut, épanouie, et c'est vraiment très agréable. Le deuxième pas que j'ai, c'est mes, entre guillemets, enfants supplémentaires. C'est-à-dire, c'est des femmes qui m'appellent quelques mois après que je leur ai posé une question, me disant qu'elles sont enceintes parce que grâce à la question que l'on posait, grâce au suivi que j'aurais donné, elles ont réussi, souvent après longtemps, à tomber enceintes. Et quelque part, leurs enfants sont, entre guillemets, les miens, puisque j'ai eu ma part dans leur conception. Et ça, c'est peut-être les plus beaux téléphones que je reçois. D'accord. Est-ce que vous croyez que la parole est libératoire? Oui. Ça aide vraiment? Oui, complètement. Souvent, une question, c'est aussi quelque chose qu'on parlait avec des rabbins, une question posée à un rabbin par une femme sera très souvent directement au point. Donc elle posera la question avec les détails nécessaires, souvent le minimum, et ça s'arrêtera là. Lorsqu'une femme parle, plus souvent que non, elle va ajouter des détails auxquels elle n'a pas pensé, des détails qui souvent peuvent être critiques dans la réponse, mais elle va sortir des choses dont on n'aura peut-être pas parlé avec un rabbin. Des détails quoi? Des détails crus, des détails sur ses relations physiques, des détails pas forcément physiques, mais ça va être un détail qui paraît complètement anodin, comme un support sur lequel elle a vu une tache ou pas, ou combien elle a vu, ou ce qui s'est passé. Et par rapport à ça, je pourrais dire, madame, vous êtes permise ou non à votre mari. Et parfois, ce sera des choses, elle me dira une question quelle qu'elle soit, et après, sans y penser, elle me dira, en plus, c'est très dur parce que X, Y, Z, elles sont un problème de couple, ou partir en vacances, ou quoi que ce soit. Et souvent, ça peut changer la halakha. En tous les cas, ça peut aussi aider. Une femme qui m'a contactée il y a peu de temps pour un problème de fertilité, je ne l'ai pas aidée. D'un point de vue technique, je ne l'ai pas aidée du tout. Mais elle a pu parler, je savais quelles sont les choses qui sont difficiles pour elle. J'ai pu lui dire, c'est dur quand on vous regarde de telle façon, quand on vous dit telle chose. Elle a dit oui, c'est la première fois qu'on me dit ça et qu'on comprend ce que je ressens. Et ça, quelque part, c'est très, très libératoire pour les femmes. Ok. Donc, on le rappelle, vous êtes la seule francophone qui est habilitée, ou en tout cas qui répondait en français à ces questions de halakha sur la pureté familiale. Alors, est-ce que vous êtes reconnue en Israël par les rabbinim, ou est-ce que ça grince un peu? Ça grince moins quand ils me connaissent. On commence par ça. Comme je l'ai dit, le Rav Botchko m'a accueilli en son équipe sur Sheila, donc ça, je pense que tout le monde connaît. Le Rav Rabinovich de Maadoumim aussi. Il y a de nombreux rabbins de la société d'Ati Leumi qui me connaissent, qui me reconnaissent. Je crois que l'Institut Poua aussi vous reconnaît. L'Institut Poua reconnaît aussi les Yetzalakha complètement comme étant des femmes habilitées à répondre aux autres. De nouveau, on ne remplace pas des rabbins, on travaille en général en partenariat avec eux. Donc dès qu'il y a une question qui est plus complexe ou qui demande un avis, des épaules plus larges que les miennes ou autres Yetzalakha, on va toujours se référer à un rabbin pour l'aval.
Nous sommes suivis, on ne travaille pas toute seule, on travaille ensemble. On est juste là pour aider les femmes à avoir à qui parler. Et en France, il y a les rabbins principaux de France, donc il y a le grand rabbin Corsia, le grand rabbin Guggenheim, me reconnaissent, me soutiennent, le grand rabbin Bernheim, mon père, le grand rabbin Gutmann. Donc là aussi, il y a un panel assez important qui me connaissent. Et de nouveau, quand je parle aux rabbins qui lèvent les sourcils... Alors c'est quoi? C'est plutôt les rabbins Haredi Pas forcément, mais même quand quelqu'un lève les sourcils, en général, une fois qu'ils m'ont rencontré, que je leur explique ce que je fais et ce que je ne fais pas, qu'ils ont compris que je ne viens pas remplacer un rabbin ni mettre en doute l'autorité d'un rabbin, ils voient ce que je fais, je leur montre les questions, le type de questions que je reçois, et en général, ils me donnent un soutien complet, parce qu'ils comprennent combien c'est important de nos jours. Que les questions sont beaucoup plus précises avec vous qu'avec eux peut-être. Les questions sont plus précises et elles sont plus nombreuses aussi. Il y a une histoire qui est racontée en Amérique d'une femme qui a fait des études ici, qui est revenue en Amérique à parler au rabbin local pour demander son accord qu'elle réponde aux questions. Le rabbin aurait dit « pas de problème, de toute façon j'ai très peu de questions qui arrivent ». Elle avait environ 3 questions par mois. Elle est revenue après 1 an avec son feed qu'elle avait eu. Elle a vu 300 questions en 1 an. Alors qu'il en avait 3 par mois. Parce que les femmes ne posaient pas des questions, il n'en était même pas conscient parce qu'ils ne venaient pas. Alors, si on veut vous contacter, si des femmes ont envie de vous parler, est-ce qu'on peut vous joindre quelque part? Téléphone ou par Alors, d'abord, il y a le site internet des Yoatzot Halacha, yoatzot.org, qui existe. Il est beaucoup plus riche en anglais et en hébreu. On attend qu'il y ait une aide financière pour finir le côté français, mais il existe déjà. D'accord. Et il y a aussi un téléphone. J'ai une permanence téléphonique tous les jours, le matin de 10h30 à 12h30, le soir de 7h30 à 8h30 aussi. Et là, on peut me joindre au téléphone. Enfin, je me dis un peu ici. Le téléphone, c'est le 058 7 872 852. Là, je suis tout le temps disponible. Le téléphone est également inscrit clairement dans le site internet, donc c'est facile de me voir. Et une page Facebook aussi, Yoatzot Halacha Nishmat, où les détails sont aussi inscrits. Qu'est-ce que ça vous apporte, juste avant de nous quitter, à vous personnellement, de répondre et d'entendre ces femmes se confier à vous? C'est extraordinaire. Non, sérieusement, c'est extraordinaire. C'est entendre la femme qui a le soulagement de pouvoir parler de ce qu'elle veut, savoir que je peux vraiment aider un couple à continuer à mieux vivre la halakha, parce que c'est pour ça que je suis là, pour qu'ils puissent vivre selon la halakha, selon la Torah, et surtout le vivre. On dit qu'il y a v'chai b'hem, il faut vivre par la Torah, et montrer à un couple qu'ils peuvent vivre par la Torah, et pas voir ces règles comme quelque chose qui l'empêche de vivre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire. D'accord, bon, on va finir sur ces paroles passionnées. Voilà, merci beaucoup Nathalie Lowenberg. Bonne chance dans votre mission. Voilà, on va appeler ça comme ça. Donc, si vous voulez la contacter, c'est Yoatzot Halacha. Elle travaille au sein de l'association Nishmat. Voilà, merci d'être venu jusqu'à nous. Encore une association intéressante que nous avons découvert grâce à vous ce matin. Au revoir. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.